Merci beaucoup Jean-François. Donc effectivement, on va passer à la publication suivante, donc article que j'ai coécrit avec Isabelle et Jérôme à nouveau, et d'autres collègues du service et d'un autre service de l'Institut de l'élevage. Donc l'objectif, hein, c'était d'étudier les levées de pilotage du persillé dans la viande bovine. C'est une étude qui a été financée par Interbev et réalisée il y a quelques années. Je veux pas revenir sur le contexte, je pense que on vous l'a dit toute la matinée, enfin on vous a pas dit le gras c'est la vie, mais je pense presque. Voilà, vous avez compris l'intérêt du persillé pour favoriser pour améliorer la qualité de la viande. C'est une problématique dont la filière s'est emparée, comme on vous l'a dit. Certains facteurs de variation de son dépôt sont connus, donc la race, pardon, le sexe, l'âge, la génétique et d'autres facteurs dont on a parlé ce matin. Et donc je refais un petit coup de pub pour la synthèse bibliographique sur VPC. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. On a essayé de brosser différents aspects. Toutefois, les pratiques d'élevage à mettre en œuvre pour favoriser la formation du persillé ont été peu étudiées dans le contexte français sur l'entièreté de la vie de l'animal, de sa naissance jusqu'à l'abattage. Et donc l'objectif de l'étude, c'est d'identifier des leviers permettant d'améliorer le dépôt de persillé dans la viande, dans le contexte français, en brossant différents aspects tels que la conduite des animaux, mais aussi la nature du régime alimentaire en finition, mais aussi au jeune âge. Alors peut-être un point bibliographique, hein, sur cette question du dépôt du persillé. Jean-François y reviendra plus précisément dans l'exposé qui suit. Ce dépôt du persillé se réalise en deux phases. Une première phase donc, qui est l'hyperplasie, la multiplication cellulaire des adipocytes, donc des petites cellules de gras, au jeune âge. Donc cette hyperplasie, cette multiplication du nombre d'adipocytes, elle se fait entre la moitié de la gestation et 150 jours de vie dans l'ensemble des tissus adipeux de l'animal. Et elle se fait spécifiquement, en tout cas selon les scientifiques anglo-saxons, elle se ferait spécifiquement dans le persillé entre 150 jours et 250 jours de vie. Donc il y aura une fenêtre de tir, selon eux, une marbling window, telle qu'ils l'appellent, une fenêtre de persillé, pour améliorer le persillé, améliorer l'hyperplasie, la multiplication cellulaire du persillé, spécifiquement. Je dis bien il y aurait, puisque c'est une hypothèse, même si elle a été étudiée dans les pays anglo-saxons aujourd'hui. La deuxième phase, c'est donc l'hypertrophie, l'augmentation de la taille des adipocytes, l'augmentation donc de ces petites cellules de gras, qui se réalise majoritairement en finition, et donc qui permet, in fine, de déposer ce persillé et de le rendre visible. C'est bien ces deux phases, hein, qui permettent à ce dépôt de croître. Alors à ce jour, il faut préciser que donc toutes ces études dont je vous parle sont des études anglo-saxonnes, et que ces phénomènes ont été peu étudiés, voire même pas étudiés, dans le contexte français sur des animaux peut-être plus tardifs que les races étudiées, qui sont des races plus précoces. Donc la question qu'on se pose, en tout cas qu'on se posait avant de réaliser l'étude, c'était comment se déroulent finalement ces phénomènes, et quels sont les leviers de pilotage dans le cadre d'un contexte français, d'un contexte d'élevage français. Alors pour répondre à cette question, nous nous sommes basés sur l'observatoire que je vous ai présenté, donc les plus de 2500 carcasses limousines et charolaises que je vous ai présenté dans le premier exposé. Et puis on a trié les carcasses, on a conservé seulement les carcasses de plus de 300 kg, issues d'animaux de plus de 24 mois, avec une sélection donc de 5 carcasses, enfin une sélection des éleveurs, en retenant seulement les éleveurs ayant plus de 5 carcasses ou 5 carcasses par élevage, pour avoir quand même une certaine représentativité de ce qui pouvait être abattu chez un éleveur. Ça nous a conduit donc à une présélection de 59 éleveurs qu'on a classés par ordre de persillé moyen produit. On a conservé le tiers supérieur que vous pouvez voir en haut de l'écran, donc qui constitue ce qu'on appelle le groupe persillé plus, donc des éleveurs qui produisent en moyenne des carcasses plutôt fortement persillées. On est autour de 3,7, donc autour de presque 4. Sur la grille, on commence à avoir des niveaux de persillé importants. Et puis, on a aussi conservé le tiers inférieur, donc des éleveurs qui produisent régulièrement des carcasses maigres, donc une note moyenne de 2,2. De chaque côté, on a une quinzaine d'éleveurs à peu près sur le dispositif. Et on a été enquêter donc ces éleveurs sur leurs pratiques alimentaires, de la naissance de l'animal jusqu'à son abattage. Alors quelques premiers résultats sur les caractéristiques des femelles produites par les éleveurs en termes de poids de carcasse, âge, conformation et état d'engraissement.
on n'a repéré aucune différence significative entre les lots. On est sur des animaux plutôt assez lourds, hein, autour de 450-460 kg de carcasse, avec un âge de environ 5 ans et demi, donc des jeunes vaches plutôt. Alors même si on avait quelques vieilles génisses et puis quelques vieilles vaches. Et puis une bonne conformation, enfin une conformation en tout cas supérieure aux moyennes nationales, U-R+, et un état d'engraissement de 3. On n'a pas vu l'état d'engraissement de 2, on n'a pas vu l'état d'engraissement de 4. Donc ça rejoint un peu nos discussions antérieures. Alors voici donc les résultats des enquêtes. Ces résultats, ils présentent des différences à deux niveaux. Premier niveau, entre la naissance et 12 mois, on voit qu'on a une complémentation au jeune âge qui est inexistante ou rationnée chez les éleveurs persillés moins, sur une durée qui est globalement assez courte, 2,5 mois, quand elle existe. Et puis, une complémentation qui est rationnée, donc toujours existante, mais rationnée, ou ad libitum, à volonté, sur une durée beaucoup plus longue, 5 mois, chez les éleveurs persillés plus. Donc une première différence importante de conduite au jeune âge qui ferait écho à la bibliographie qu'on a fait et au phénomène que je vous ai présenté tout à l'heure. Sur l'alimentation en finition, on a vu qu'on avait des finitions globalement plutôt courtes, voire classiques, hein. 3 mois c'est une finition à peu près classique chez un éleveur, avec des apports énergétiques relativement modérés, 11,5 UFV, alors, donc chez les éleveurs persillés moins, pardon, alors que chez les éleveurs persillés plus, nous avons des finitions beaucoup plus longues. On est autour de 5-6 mois de finition, ce qui est très conséquent, et des apports énergétiques beaucoup plus soutenus. On est autour de 13 UFV par jour. Donc, tous ces résultats, ils mettent en évidence l'effet de la conduite au jeune âge, mais là, on se base sûrement sur des dires d'éleveurs, hein, sur des enquêtes. Donc, il faut aller plus loin pour préciser finalement cette marbling window et confirmer son existence, puisque là, aujourd'hui, on a mis en évidence des choses, mais il faut confirmer les choses par des essais en station expérimentale, et puis préciser cette fenêtre de tir. Autre question qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation finalement entre cette conduite au jeune âge et la finition derrière. Et puis, comme vous l'avez vu, on a mis en évidence, enfin on a revu en fait l'effet mentionné dans la littérature depuis très longtemps de l'impact de la durée de finition et du niveau énergétique sur le persillé. Donc là-dessus, pas de nouveauté, mais en tout cas on retrouve ce qu'on avait trouvé antérieurement. Alors en conclusion, donc une nouveauté quand même, l'intérêt de la complémentation au jeune âge. Donc une complémentation entre 5 et 12 mois permettrait donc de déposer et de favoriser le dépôt de persillé, mais il reste des interrogations. Préciser cette fenêtre de tir, si elle existe. Est-ce que c'est aussi 150 jours de 150 jours, comme les races précoces, ou est-ce qu'on est sur une fenêtre un peu différente sur nos races qui sont plus tardives? Autre question sur l'interaction entre la conduite au jeune âge et la finition. Finalement, est-ce que si je fais une conduite au jaune âge soutenue avec une finition peut-être un peu plus modérée, est-ce que j'arrive à déposer du persillé? Parce que malgré tout, des finitions longues, ça a un coût. Donc il y a peut-être des itinéraires hybrides à trouver pour avoir une meilleure résilience. On a aussi vu des choses sur la conduite des vaches chutées dont je ne vous ai pas parlé, mais qui peut aussi impacter, qui pourrait aussi impacter potentiellement le dépôt de persillé. Et puis, comme on l'a évoqué, donc on a revu cet effet, donc cet intérêt des finitions longues et riches en énergie pour déposer du persil. Donc, in fine, on a dégagé un certain nombre de pistes de travail à approfondir d'un point de vue technique et à valider au niveau expérimental, spécifiquement sur la phase du jeune âge. Et bien sûr, vous l'imaginez bien, tout ça est à compléter aussi au niveau économique pour évaluer les coûts que peuvent engendrer de telles pratiques. Donc ça rejoint une réflexion autour de la création de valeur dans la filière, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les marchés sur le persillé. En termes de perspective, ce qui manque pour aller un petit peu au-delà de la réflexion que je vous ai présentée, c'est demain d'être capable de faire des recommandations aux éleveurs sur la recette, si on peut dire, du persillé. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et donc, il y a probablement un certain nombre de travaux à faire pour aller plus loin sur les conduites d'élevage qui favorisent le persillé. Et puis, il y a probablement aussi des choses à faire sur la génétique. On l'a évoqué ensemble. Comme l'ont évoqué donc Jean-François, Jérôme et Isabelle, il y a également donc, toute cette question autour des instruments de mesure qui sera primordial pour aller plus loin sur la génétique. On l'a évoqué également tout à l'heure, à la fois en vif. Donc nous, on y travaille sur le côté échographique. Hein. On cherche à mesurer ce persillé grâce à un échographe, mais aussi en carcasse. Jean-François l'a évoqué donc pour le CUFOM,
On pourra aussi vous faire une démonstration, comme l'a évoqué Jérôme, de Mitapli. Donc il y a tout un enjeu aussi autour de la mesure du persillé pour, in fine, pouvoir avancer sur cette question du persillé dans la filière. Voilà, pour aller plus loin, je vous ai mis également l'article dédié. N'hésitez pas à le consulter. Il y a plus de résultats, plus de précisions sur les résultats. Et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Alors, question sur le chat. Au jeune âge, est-ce qu'il y a une relation avec la puberté? Alors, aujourd'hui, on n'a pas forcément connaissance d'une relation avec la puberté. Maintenant, la puberté, elle est aussi fonction de la précocité sexuelle de l'animal. Et justement, c'est un peu la question, effectivement, qu'il faudrait investiguer. C'est est-ce que cette précocité sexuelle, enfin, est-ce que cette différence de précocité sexuelle entre races, et donc est-ce que cette différence de race influe sur cette fenêtre de tir? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Deuxième question, en finition. Est-ce qu'il y a une relation avec le niveau d'amidon intestinal? Alors ça, c'est intéressant. C'est effectivement des choses qui sont mentionnées par la littérature internationale. Pour en avoir discuté beaucoup avec les Australiens, c'est quelque chose qui pourrait effectivement jouer, mais probablement pas dans des proportions très importantes. Ah, trois questions. Comment concilier une période de finition longue et une prise de conscience sociétale sur la Ouais. compétition feed-food? Alors c'est un point très important effectivement qui est soulevé. Je pense qu'il y a deux réflexions à avoir. Peut-être une première réflexion dont a parlé Jérôme, c'est quel niveau de persillé on se fixe. Est-ce qu'il faut absolument se fixer un niveau de persillé très élevé? Je pense aux classes 5-6. C'est une vraie question. Est-ce que déjà à 3 ou 4, on n'a pas déjà un impact et on a vu qu'on avait déjà un impact positif. Donc je pense que c'est une question qu'il faut poser à la filière, c'est quel objectif on se donne et derrière donc quelle conduite d'élevage permet d'y répondre. Premier point. Et deuxième point, quelle pratique de finition suite à une complémentation au jeûnage importante. Si je complémente au jeûnage mon animal, il va moins gérer, hein. Un petit broutard ou une petite génisse, ça ingère beaucoup moins qu'une vache, je ne vais pas vous faire un dessin. Et donc, est-ce que l'aliment que je donne au jeune âge, finalement, je le donne un peu moins en finition? Je pense que c'est des questions aussi à investiguer pour essayer de voir, effectivement, quel est l'itinéraire technique le plus approprié pour produire des carcasses persillées, mais tout en respectant effectivement l'environnement. Deuxième question. Quel lien faites-vous entre ces résultats et ceux obtenus dans le projet Proba, où les liens entre les conduites dans le jeûnage et les qualités carcasse et viande ont été analysés en race charolaise? Alors, pour être totalement franc, je ne connais pas les résultats du projet Proba. Donc, je vais avoir du mal à répondre. Après, je pense que pour comparer des résultats entre projets, il faut reprendre le schéma expérimental et essayer de voir voilà, ce qui a pu être étudié. Je pense qu'on ne devait pas être sur les mêmes critères tout à fait. Il faudrait reprendre un petit peu les critères qui ont été étudiés. Troisième question. Y a-t-il un effet génétique qui est ressorti dans les clusters persillé plus et persillé moins? Alors, c'est effectivement une question qu'on s'est posée aussi, qu'on a essayé d'apprécier, mais de manière très qualitative. Donc, je ne l'ai pas mis dans la publication parce que l'appréciation était très qualitative. Donc, je ne voulais pas me risquer sur ce point. Mais on peut quand même dire qu'on a demandé aux éleveurs enfin, sur quel objectif de sélection ils étaient. Donc, on a fait trois classes. Une classe de type élevage, donc plutôt des animaux avec des aptitudes laitières et maternelles que les éleveurs essayaient de développer, enfin, qu'on n'a pas mesuré, on est d'accord, mais que les éleveurs essayaient de développer. Des animaux plutôt typés viande. Donc là, c'est des éleveurs qui avaient un objectif plutôt d'aptitude bouchère, donc des animaux très conformés. Et puis les animaux mixtes. Et donc on a vu globalement qu'on avait plus d'animaux, enfin plus d'éleveurs qui avaient un objectif de sélection type élevage, chez les éleveurs persillés plus, et plus d'éleveurs avec un objectif de sélection type viande, chez les éleveurs persillés moins. Donc ça pourrait jouer. Maintenant, là, on est vraiment en train de faire des hypothèses là-dessus. Mais évidemment qu'il y a un lien génétique, mais je pense qu'il faut vraiment aller là-dessus avec des projets de recherche conséquents pour avancer. Mais effectivement. Alors je vais laisser la parole à Jean-François. Ah, Encore pardon. une question. Et elle est longue, celle-là.
Question plutôt générale sur l'ensemble du séminaire. Dans un contexte de décapitalisation et de souci de fonctionnement des abattoirs, entre parenthèses, diminution des abattages, chômage technique et frais de fonctionnement élevés et non amortis, comment percevez-vous l'intégration des mesures sur la qualité de la viande dans la filière viande bovine? Alors, je pense, enfin, mes collègues compléteront hein, s'il y a besoin. Je pense que c'est une question effectivement complexe. Le contexte de décapitalisation, vous l'avez évoqué, un manque de matière, mais peut-être aussi qu'il y a des questions à se poser sur l'intérêt de la finition, sur l'amélioration. Je pense par exemple aux vaches laitières et aux vaches mixtes, des poids. Donc derrière, c'est des kilos qui rentreront dans les abattoirs et qui seront commercialisés. Donc est-ce qu'il n'y a pas une logique, un modèle économique à trouver sur la finition de ces animaux qui ne sont pas finis aujourd'hui, donc on perd des kilos, et qui peut jouer aussi sur le persillé. Donc est-ce qu'il n'y a pas un coup double à faire sur ces aspects-là? Maintenant, ça reste une question très complexe, effectivement. Ces mesures, c'est des choses à organiser, c'est des débouchés à organiser, à structurer. Donc je laisse la parole à mes collègues s'ils veulent compléter. Je rajouterais que Aubert a raison, il y a probablement un modèle économique à trouver, à réinventer pour produire des carcasses et de la viande de très bonne qualité qui intègrent plusieurs critères de qualité, notamment le persillé. Et donc, c'est plutôt produire moins et produire mieux quelque part. Une autre question. Quel type de matière grasse dans l'alimentation en finition permettrait le plus de persiller? Alors là, c'est une question intéressante. Effectivement, on n'a pas forcément étudié la chose sur l'étude. Maintenant, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a essayé de classer les différentes rations, qu'elles soient au jeûnage, mais aussi en finition, selon leur nature. Et donc, dans ces rations, il y avait des personnes qui utilisaient par exemple du lin ou d'autres ajouts de matière grasse avec des formules bien spécifiques. Et ce qu'on a vu, c'est que la nature de l'alimentation n'impacte pas, en tout cas dans le cas de notre étude, le niveau de persillé. Donc il semble que ce soit plutôt le niveau énergétique qui joue, plutôt que la qualité de la matière grasse. Maintenant, je laisse mes collègues compléter s'il y a besoin. Alors, je suis un petit peu néophyte, hein, mais en fait, en tant artisane bouchère, nous travaillons avec un éleveur qui donne à ses bovins de la pulpe de pruneau. Ce sont des races limousines et on a pu voir, après des années et des années de travail avec lui, que lorsqu'il les alimente de cette façon, soit en alimentation, soit en engraissement, c'est souvent d'ailleurs en alimentation parce qu'il travaille avec son voisin qui est producteur de prunes et de pruneaux. Donc, en l'occurrence, on a pu voir que la qualité du persillé avait beaucoup évolué, que les qualités organoleptiques étaient aussi beaucoup plus généreuses et plus agréables. Et on a eu l'occasion aussi de voir cette forme d'élevage avec un Normand qui, lui, donnait à pâturer dans des champs qui avaient des vergers de pommes. Et les animaux se nourrissent aussi avec des pommes en saison. Et donc, il rajoute dans les rations aussi des pommes. Alors bon, pour les deux, il y a quand même une gestion parce qu'effectivement, au niveau des estomacs, on ne peut pas non plus donner n'importe quoi. Mais on a bien vu quand même la corrélation entre le sucre, enfin, j'imagine, le sucre et le persillé. Est-ce que vous constatez la même chose ou pas du tout? Alors, je répondrai un peu de la même manière que la réponse précédente. Je pense qu'il faut en fait voir quel est le niveau énergétique. Peut-être que cette pulpe de pruneau, effectivement, si on l'analyse, je ne sais pas s'il y a des tablines rats. On a Valérie qui a publié les tablines rats. Est-ce qu'il y a des pulpes de pruneau dans les tablines rats? Mais il faudrait en fait analyser et voir si effectivement, en termes du FV, est-ce qu'on a d'énergie ou pas. Peut-être qu'il y a de l'énergie, et donc que si on augmente ce niveau énergétique en ration, enfin en finition, on arrive à déposer du persillé. Mais je pense qu'on peut agir plutôt sur cet axe-là, qui est le niveau énergétique, plutôt que sur le sucre ou la qualité de l'énergie à proprement parler. En tout cas, à ce stade, moi, c'est un petit peu ce que j'évoquerai. Je laisse Jean-François Ce compléter. ce que tu disais, Aubert, tout à l'heure, c'est qu'il y a des travaux australiens qui expliquent que le métabolisme des adipocytes intramusculaires est un peu différent et que
ces adipocytes utiliseraient mieux les sucres, le glucose, comme substrat pour fabriquer les lipides que, que les adipocytes des dépôts de couverture. Donc, il y a peut-être les deux pistes à explorer. Donc, ce sont des futurs travaux de recherche potentiels. On peut concevoir un schéma expérimental tous les trois, si vous... Voilà. Ah, t'as raison. Peut-être pour compléter cette intuition là sur les pulpes de pruneaux et toute matière première qui serait donnée parce qu'elles enfin, elles ont une haute valeur énergétique, mais elles sont aussi très appétantes. Et je pense que ça va réguler l'ingestion chez les vaches et donc tous les animaux. Et donc le niveau énergétique sera supérieur pendant la finition également. Mais complètement. Parfait, merci. Je laisse la parole à une dernière. Toute cette analyse que je prends en première réaction, on peut comparer les intensifications précoces et les ajouts finaux. J'ai un grand doute sur l'utilité. Je n'ai pas réussi à faire la conclusion sur l'utilité d'une intensification précoce au jeune âge avec une trace sur le cerf persillé à l'abattage à la fin, quoi. Or, il y a une très longue expérience de la finition des animaux pour les vaches allaitantes, les vaches laitières, et elle s'accumule par la pratique populaire, elle se confirme avec l'analyse scientifique, et je pense que cette fameuse corrélation entre état d'engraissement et persillé, on est au cœur de ça. Mais l'influence de la période précoce, je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si vous avez une idée, si ça ne sert à rien. C'est intensif parce que ça accélère la croissance, donc ça augmente, ça avance l'âge à l'abattage quelque part. Mais sur le persillé, puisque c'était la question, l'influence sur le persillé, je reste tout à fait sceptique. Mais, Alors moi, je pense que ça répond à plusieurs interrogations, et d'ailleurs que vous avez formulées. Je trouvais intéressant la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur l'état d'engraissement, effectivement, le lien état d'engraissement et persillé. Et donc effectivement, ça peut être un problème, parce que si vous faites un cahier des charges demain et vous dites à votre éleveur de finir ces animaux, s'il en a que 50% par exemple qui tombent en persillé, ça va poser un problème. Alors soit vous le payez de la même manière si c'est persillé ou pas, ou autrement, vous payez simplement les carcasses persillées, mais votre éleveur, il va vous dire, bah ouais, mais moi, j'ai investi de l'argent dans l'alimentation. Donc, pour moi, une réponse, même si on n'a pas, on est d'accord, on n'a pas la recette parfaite du persillé, mais une réponse, ou un axe en tout cas de travail, ça peut être la conduite au jeûnage. Et l'intérêt serait de voir si cette conduite au jeûnage permettrait de réduire cette hétérogénéité qu'on a pour un même état d'engraissement. Il est possible que que ça fasse partie des facteurs, avec la génétique, d'hétérogénéité pour un même état d'engraissement. Mais l'avenir nous le dira. Je pense qu'on a beaucoup de projets de recherche à faire. Savoir ce que dit Jean-François sur le persillé, je pense qu'on a encore beaucoup de questions. Il y aura peut-être un nouveau flash persillé VPC d'ici quelques années. Voilà.